Je me sentais pas bien, je me sentais pas chez moi, je me sentais... voilà, je pouvais pas rester, c'était pas possible. Ok, la séparation, mais on n'était pas parti sur ces bases-là, et puis c'était devenu un combat. Ouais. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit pendant mon divorce, ce divorce c'est la chance de ta vie. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en quoi c'était vrai. Pour les hystériques, cela ne fait aucun doute. Le couple est inévitablement voué à l'échec et les hommes sont des incapables. Incapables de les comprendre, incapables de les séduire, incapables de les aimer. Eh bien, dans ce documentaire, disons que j'ai voulu vérifier si ce que les hystériques racontaient était vrai. J'ai demandé à 6 témoins, hommes et femmes, d'évoquer leur histoire d'amour et la façon dont elle avait à chaque fois achoppé. Avec en tête cette question qui a de quoi nous tourmenter: la rupture est-elle un accident du couple ou une fatalité? Metteur en scène à succès et séducteur non moins talentueux, Jean-Luc Moreau reconnaît avoir multiplié pendant longtemps les ruptures amoureuses. J'avais besoin de sentir les femmes sombrer amoureusement. Pas simplement en disant « viens, on va passer un quart d'heure ensemble, c'est super, ça se passe bien ou pas bien ». Non, ça m'intéressait pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de sentir qu'une femme me dit « je t'aime ». Mais à partir du moment où j'étais arrivé à ce qu'une femme me dise « je t'aime », bah, c'est une tragédie. Rupture, affreux. Vous avez été un spécialiste de la séduction. Est-ce que vous considérez que vous avez été un spécialiste de la rupture? Oui. Oui, parce que de la même manière que j'avais des stratégies pour essayer de séduire les femmes, de la même manière j'avais des stratégies pour rompre. Ben je crois que je pratiquais une stratégie qui était de la dilution aussi. C'est-à-dire d'essayer de moins voir la personne, la voir moins de temps, oui, de diluer les rapports, jusqu'à un moment où on est étonné que l'autre vous rappelle, quoi. Au moment de la rupture, vous étiez gentil ou cruel? Gentil, gentil. J'arrivais pas à être cruel. J'avais peur qu'on m'en veuille, alors que j'étais précisément en train de tout faire pour que on ait toutes les raisons de m'en vouloir. Cette capacité de rompre à répétition n'est pas l'apanage des hommes. En tout cas, avant de rencontrer Mathieu, avec qui elle vit maintenant depuis près de 5 ans, Mathilde Seigné, comme Jean-Luc Moreau, a beaucoup rompu. J'ai fait que m'engager et rompre, oui. J'allais vers des hommes... peut-être qu'il me correspondait quelque part à ce moment-là, et qui aujourd'hui, mais je me retourne, je me dis, mais comment j'ai fait quoi, pour être avec lui? Ah, mais physiquement, tout, et boum, je déteste. C'est très bizarre d'ailleurs, c'est une espèce de... incompréhension. Pas dégoût, parce que c'est dégueulasse, mais d'incompréhension. Je croise des ex en me disant, enfin, pas être content, mais en me disant, mais comment j'ai fait, quoi? Vous vous levez le matin et vous vous dites, c'est aujourd'hui que je vais lui dire? Oui, bah oui. Et comment ça se passe? Bah, je sais pas. Comment? Bonjour. Bois un café, je sais pas. Tiens, faut que je te parle. Bon. Oh, ben moi, chez moi, c'est... pas de temps. C'est fini, c'est mieux comme ça. Au revoir, merci. Et après, il y a discussion éventuelle. Il y a toujours discussion, d'ailleurs. Et pourquoi? Vous avez déjà rompu avec des hommes qui n'étaient pas sur le même timing que vous? Ah oui, 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 plein. Ah, c'est affreux. Ah, mais non, mais moi, j'ai pas envie. Bah oui, mais regarde, on s'engueule tout le temps. Ah, mais non, mais moi, je t'aime et toi, c'est horrible. On se dit comment je vais m'en dépêtrer. Ah oui, c'est comique.
le comique du désamour. Comment imaginer en effet que celui ou celle pour qui notre cœur battait si fort soit devenu un parasite encombrant dont on prie le ciel qu'il nous en débarrasse? Pour Freud, cela s'expliquait d'abord par la nature même de la libido, qui une fois satisfaite a tendance à s'émousser. La pulsion sexuelle, expliquait-il, se consume vite. Il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas dans la satisfaction. Tadrina, qui est comédienne, vivait avec Julien une grande histoire d'amour et tous deux attendaient leur premier enfant. Je suis partie en voyage en Martinique pendant 15 jours. Ça s'est pas très bien passé parce que bon, j'étais enceinte, donc du coup je trouvais que c'était pas vraiment la bonne destination. Il faisait trop chaud, enfin, bref, j'avais des nausées tout le temps, c'était l'enfer. Et quand je suis rentrée, je lui ai fait un reproche, mais complètement banal, de ma plante qui était en train de crever. Ça l'a mis dans un état, mais un truc... Jamais je l'ai vu. Et en fait, pour lui, ça a été... C'est-à-dire qu'il a utilisé ça pour dire j'en peux plus. C'est fini, stop. Donc, pour moi, c'était assez atroce parce que tout d'un coup, c'était parce que j'avais parlé de cette plante qui était en train de crever. Enfin, parce que moi, je me rattachais forcément à ça, évidemment que c'était... qu'il y avait... c'était un petit morceau de l'iceberg en fait, hein. C'était même pas, il avait besoin de trouver quelque chose, il a trouvé ça, donc le jour où il m'a annoncé ça, c'était à cause de cette plante, enfin voilà. Ça a été le déclencheur, ça a été ça. Tu pars en voyage 15 jours et tu reviens, la seule chose que tu sais faire, c'est m'engueuler pour une pauvre plante, enfin voilà. Donc ça a été, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous aviez vu venir la séparation? Non. En fait, je ne l'ai pas vu venir quand c'est arrivé, mais ensuite, après, avec le recul, il y avait plein de signes. C'est paradoxal, hein, parce qu'à la fois, il y avait plein de signes qui nous montraient à lui et à moi que ça ne marchait plus. Il y avait des choses qui ne marchaient plus, on ne communiquait plus du tout de la même manière, on n'arrivait plus. Et pourtant, on avait quand même ce désir-là commun d'avoir un enfant. Ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de philosophie, Eliette Abécassis a écrit une quinzaine de livres, dont le dernier, Une affaire conjugale, raconte le divorce qu'elle n'aurait jamais cru possible avec le père de ses 2 enfants. J'étais dans le mythe de l'homme sauveur, en fait, du prince charmant d'une certaine façon, mais aussi, vous voyez, dans les contes de fées, l'homme est toujours un sauveur. Donc j'attendais cette vie de couple comme quelque chose qui allait me sauver. C'est pour ça que vous avez mis 5 ans avant de rompre? Autant c'est facile d'avouer qu'on aime, de dire je t'aime, autant je ne t'aime plus, c'est impossible. Et on passe son temps, on peut passer des années à se le dire de plein de façons différentes. Même en rentrant dans un appartement, la façon dont on va rentrer et la façon dont on va dire bonjour ou pas à son conjoint, ça veut dire je ne t'aime plus. Et on va trouver 1000 façons. Et puis ça peut se terminer en guerre, en guerre conjugale épouvantable, parce que justement, on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à se l'avouer, et puis on ne peut pas le dire à l'autre, parce que cet aveu est un désaveu. C'est vrai. La rupture est un désaveu, surtout quand elle met fin à ce qu'on appelle un amour fou. Cyril, qui travaille aujourd'hui dans la mode, a connu ça avec Vincent, dont il est désormais séparé depuis 1 an. Cette histoire a commencé par un coup de foudre? Oui, moi je pense, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelque chose de vibratoire, pulsionnel, je dirais même. Sexuel aussi, oui. Ça vous a effrayé? Non, pas vraiment. C'est quelque chose qui m'a plutôt enivré, mais pas effrayé, non. Surtout quand c'est une émotion ou une sensation assez nouvelle. Non, c'est très troublant, non. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après cette première rencontre? Nous nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés dans mon appartement. Ouais. Vous aviez prévenu vos employeurs? Rien, personne, ni lui, ni moi, ni parents, ni famille, ni amis. Les gens se sont inquiétés. Vous êtes resté combien de temps enfermé? À peu près 3 semaines, je crois, un peu moins, mais pas loin. Ouais. Sans sortir? Ouais. Enfin, juste pour les conditions alimentaires, nourriture, un peu de vin. Vous vous êtes dit, c'est une grande histoire d'amour qui commence? Non, je me suis dit, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui se passe. Militant pour la cause des pères divorcés,
Plaidant sans cesse pour l'égalité des droits lorsque les parents se séparent, Cali, dont la rupture donna naissance à une véritable guerre, n'est pas tendre avec lui-même. Je me suis rendu totalement imbuvable et insupportable et ingérable. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai été tout d'un coup largement moins attentionné, moins présent, beaucoup plus fuyant et beaucoup moins intéressant? C'est peut-être elle qui m'a donné ce déclic-là, quoi, qui m'a, voilà, et puis... Non, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est parti très très fort. On a eu un enfant et nous étions amoureux, oui. Et ça s'est consumé, quoi. Voilà, ça s'est consumé. La rupture était donc parfaitement prévisible. Oui, elle était peut-être même prévisible. La rupture était peut-être prévisible à l'instant où on s'est rencontrés, peut-être. Notre histoire a duré. Ah tiens, 7 ans. le chiffre d'or. Mais environ, c'était ça. Mais elle était. Je pense qu'elle était prévisible dès le départ. C'est-à-dire, on se cache, on baisse les yeux, on baisse la tête, mais il y a des signes chez l'autre qui font que. On s'accepte à ce moment-là parce que la flamme est nouvelle, est totalement forte et complètement dingue. Mais quand on devra passer par les premiers, enfin les écueils, les très hauts, les très bas, peut-être que ceux qui nous faisaient tiquer au début, voilà, non, c'était prévisible dès le départ, je pense. C'est terrible ce que je dis. Je n'ai jamais dit ça, mais c'était prévisible dès le départ. Ouais. Ouais. Je me suis retrouvé avec le bassiste qui joue avec moi, qui s'était séparé juste avant aussi. Et on a dit on va partir tous les deux, trouver quelque chose. Et on s'est retrouvés comme deux zombies dans un supermarché à pousser un caddie, à mettre des pâtes, sans dire un mot. Je me souviens de ça, terrible. Et on a trouvé un appartement au bar Caresse chez nous. C'était les appartements d'été où il n'y a personne. C'est buffet froid, quoi. C'est-à-dire rien du tout. Et on est rentré dans l'appartement tout noir, on a ouvert les stores, et là il y avait un cimetière devant nous. Et là, on a esquissé le premier sourire quand même tous les deux, on s'est dit waouh. Et on a vécu un long moment ensemble à essayer de se reconstruire. Lui peignait beaucoup, il peignait des tableaux tout noirs par terre. Et moi, je faisais de la musique à l'étage et c'était des chansons tristes à crever, quoi. Qu'est-ce qui fait que la rupture avec la mère de votre petit garçon s'est si mal passée? Je voyais mon fils supporter des choses qu'il ne devait pas supporter, notamment avec les nouveaux compagnons, avec qui elle était. Et c'était pas de la jalousie du tout de ma part, c'était protéger mon fils d'un danger réel, qui était réel. La personne avec qui elle était a dérapé complètement, physiquement, et il était dangereux, quoi, vraiment pour sa famille, pour tout le monde, et j'avais mon maman au milieu. Donc on a réfléchi, je dis on parce que j'ai la chance d'avoir un entourage à ce moment-là On a réfléchi et l'idée c'était de passer par la justice et de dire clairement que mon enfant devait vraiment être avec moi. Ce que je voulais c'était le temps nécessaire et puis après revenir à des choses beaucoup plus normales, on va dire. Et puis elle est allée très loin parce que sa famille a vu ça comme, de son côté, a vu ça comme un combat, comme une guerre. Il fallait gagner l'enfant, quoi. On s'est retrouvés avec un troupeau de couples malheureux qui se séparaient, chacun avec leur avocat. Et chacun ouvrait cette porte, je me souviens dans ce tribunal tout gris à Perpignan. Et chacun ouvrait cette porte et passait devant le juge qui en quelques minutes décidait de l'avenir de l'enfant, qui aurait la garde de l'enfant. Donc j'ai été débouté de tout. Et en quelques minutes, le juge a décidé que je ne verrais
que très peu mon enfant, voilà. Donc à ce moment-là, ça s'est... ça n'a plus que mal se passer, ouais. Ça n'a plus que mal se passer parce qu'il fallait tout reconstruire, il fallait se battre à nouveau, je n'ai rien lâché. J'ai passé un appel et un appel et un appel, se battre à nouveau et le problème c'est que le démarrage c'était pas ça du tout. Ok, la séparation, mais on n'était pas parti sur ces bases-là et puis c'était devenu un combat. Ouais. Comme pour Cali, votre rupture a été violente. Est-ce qu'elle a produit un effet de vérité pour vous? Oui, j'ai eu le sentiment dans le processus de séparation de découvrir la personne avec laquelle j'étais. J'ai eu le sentiment vraiment d'avoir été avec un fantasme, mon fantasme. Et c'est ça qui m'a le plus désarçonnée dans la séparation. C'est de découvrir la vérité sur l'autre, mais aussi sur soi, la face cachée de l'autre. Et ça m'a beaucoup fascinée aussi en tant que romancière, parce que le fait de vivre avec quelqu'un, de faire des enfants avec quelqu'un, de partager tout un quotidien, tout avec quelqu'un, et de comprendre tout d'un coup que c'est un étranger, c'est juste quelque chose d'incroyable. C'est absolument sidérant. Vous n'arriviez jamais à parler ensemble? Si. Quand nous étions d'accord, nous étions concrètement d'accord. Quand vous étiez en désaccord? Nous étions concrètement en désaccord. Qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir chez votre compagnon? Ces pulsions d'autodestruction, oui. Ça, oui. Cette incapacité à s'aimer. Je passais mon temps à apporter des pistes, à définir éventuellement des axes pour lui, qui seraient éventuellement bons, trouver des solutions thérapeutiques. Vous êtes pensé à un moment donné comme un sauveur? Oui, inconsciemment, mais oui, au début, oui, complètement. Oui, c'était très narcissique, hein. Je pensais que j'allais pouvoir modifier les choses, les arranger. Finalement, si vous vous êtes séparé de Vincent, c'est que vous avez renoncé à le changer. Oui. Renoncer à changer ce qui clochait, entre guillemets, ce qui rendait le couple impossible. Vous avez eu peur que Vincent vous détruise? Oui. C'est d'ailleurs pour ça que... C'est d'ailleurs précisément pour cette raison-là que notre histoire s'est arrêtée. Vous avez voulu vous protéger? Oui. Je dirais même que j'ai trouvé à un moment très précis la force de sauver ma peau. Oui. Ce sont les paradoxes de la tragédie amoureuse. Même quand la rupture est pensée comme une nécessité, elle est vécue comme une contingence. Et même quand elle apaise, elle fait peur. De toutes vos séparations, la plus douloureuse a été celle qui a mis fin à votre vie de couple avec la mère de vos premiers enfants? Oui, c'est une histoire assez tragique, dans la mesure où j'avais rencontré une femme qui, déjà aussi sur le plan de ma sexualité, de mes fantasmes, de mes goûts, était tout à fait mon équilibre. Et je me suis rendu compte que cette femme, je la trompais. Et j'arrivais pas à m'expliquer pourquoi j'avais tant besoin de déséquilibre alors que j'étais justement très équilibré avec cette femme. Je ne m'expliquais pas du tout ce que j'allais faire en cherchant à 4 h du matin de rencontrer une fille pour 35 minutes. Enfin, une chose... J'ai trouvé ça, surtout, c'était pathétique. Vous avez vécu longtemps dans le mensonge? J'ai vécu dans cet état qui est qu'on souffre parce qu'on est en train de trahir quelqu'un, et puis on est aussi très heureux parce que le mensonge apparemment a été efficace. Et bien sûr, c'est paradoxal, mais il y a aussi de la jouissance à
à être un vrai menteur, à être un bon menteur, à se sortir de la difficulté. Je m'étais installé dans l'idée d'avoir une femme qui était assez parfaite, et puis que moi, j'aurais ma vie. Je m'étais habitué à cette idée-là, puisque ça a duré quand même de nombreuses années. Et je me disais, mais il faut que j'ai le courage. J'ai le courage, et je n'avais pas le courage. La rupture vous faisait peur? Je crois que je devais en avoir une trouille terrible, puisqu'elle était fatale et que je ne l'assumais pas. Donc, je pense que j'en avais la trouille, et quand je l'ai vécue, j'ai encore des spasmes dans le ventre, rien que d'y penser. Et qu'est-ce qui fait que finalement vous avez sauté le pas et décidé de rompre? J'avais rencontré une autre femme, et j'espérais que cette femme me sortirait de cet enfer dans lequel j'étais, qui était l'enfer de la tromperie, du mensonge et du faux. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah, c'est toi la mère de famille nombreuse, non? Non. Vous foutez de moi ou quoi? Vous attendez quoi? Que je vous fasse un cours sur les derniers mois de grossesse? Et que je vous vante les bienfaits de l'allaitement? Merci, hein. Ok, je commencerai plutôt par les nausées matinales. L'enfant est l'ennemi du couple. L'enfant sépare le couple, le remet en cause, mais radicalement. Du côté de l'homme, la femme devient mère. Et là, alors, ça c'est très dur pour l'homme, parce que en devenant mère, elle peut devenir la mère, la figure tutélaire, et donc inapprochable et écrasante. Et il peut en oublier qu'elle est femme. Et puis, du côté de la femme, c'est quelque chose qui est tellement fort, en fait, de porter un enfant dans son ventre, d'avoir le bébé, c'est très très remplissant, on se sent vraiment très accompli, donc on peut être comme ça, une sorte de monade avec son bébé. Et puis aussi, en fait, l'enfant, il demande tellement, on est vraiment dans une société de l'enfant roi. Et c'est pour ça qu'il vient remettre en cause le couple, parce que le couple n'arrive plus à se ressouder, puisqu'il est complètement focalisé sur l'enfant. Il faut tout faire autour de l'enfant, et à force de tout faire autour de l'enfant, eh bien, on va s'oublier soi-même en tant que couple, et ça va être catastrophique pour l'enfant. Tadrina et Julien se séparèrent 1 an, pour de vrai, avocat à la clé, cris, colère, conviction partagée que c'était définitif. Et puis... Il y a eu un moment donné où moi je lui dis mais est-ce que tu m'aimes encore? Il me dit mais de toute façon c'est pas le problème, ça n'a rien à voir, est-ce que je t'aime pas, ça marche pas, on communique pas, on n'arrive pas, on n'est pas d'accord, il y a des choses sur lesquelles on doit être d'accord, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes idées de la vie. Et je lui dis bah... Si, c'est important parce que moi je t'aime encore, si tu m'aimes encore. Les couples qui se séparent en général, c'est soit 2 personnes qui s'aiment plus, soit une qui s'aime plus. Mais quand les 2 s'aiment, c'est dommage de ne pas réussir à trouver, de pas trouver la chose qui fait qu'on a envie d'y arriver. Il vous a dit clairement qu'il vous aimait? Oui, il me l'a dit. Au début, il n'a pas voulu répondre à la question, il m'a dit que c'était pas le problème était ailleurs. Et après, donc j'ai insisté, je lui ai dit mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes encore? Et oui. Et à partir de ce jour-là, alors ça par contre, ça a été c'était très clair, c'est qu'à partir de ce jour-là, c'est reparti. Tout est reparti. Moment de grâce, sans doute, dans ce documentaire, qu'on jugera peut-être trop pessimiste. C'est en tout cas ce que chantait Brel. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Ne me quitte pas, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Comme Tadrina, Mathilde Seigné a réussi elle aussi à conjurer la rupture, mais en rusant. Une fois que vous avez rompu avec vos ex, vous arrivez à vous en faire des amis? Ah, complètement. C'est-à-dire que même je les aime mieux en amis qu'en entre guillemets, amants. Ah oui, parce que c'est très curieux. Il y a des personnalités de gens qui au quotidien, parce que le couple c'est le quotidien surtout, se lever le matin, s'endormir le soir, se supporter tout le temps, et c'est ça qui est dur hein, au fond. L'amitié, il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ça. L'amitié c'est de l'amour sans le sexe en fait.
C'est le sexe qui provoque les jalousies, qui provoque les engueulades. C'est le sexe qui met dans une relation quelque chose de particulier entre deux êtres. Pourtant, ce sont des hommes, au moment de la rupture, que vous ne pouviez plus voir en peinture. Hein, en peinture. Si je comprends bien. En peinture, en maçonnerie, en tout. Tout ce que je peux dire. Je ne pouvais pas les voir. D'ailleurs, on rigole souvent, on se dit, mais je te détestais, je leur dis, mais je te détestais. Tout chez toi, je détestais. La mère, tu buvais ton café, Je peux en citer deux. Il y a Antoine Duléry, qui est mon vieux copain et qui est mon mari campeur, dans mon Gatineau, dans Camping, qui est un ex à moi, avec qui j'ai quand même une histoire assez longue. Mais vraiment, on n'était pas du tout fait l'un pour l'autre. Et maintenant, on est... je suis comme sa petite sœur, quoi. Et il y a Fabien Antoniente, donc le metteur en scène de Camping, nous du camping. Hein, tout ça, on est dans les flots bleus. Et je m'entends très, très bien avec lui. Mais très, très bien. Alors que tous les deux, on avait des caractères... Waouh! C'était pas possible, quoi. C'était comme, je sais pas, comme en chimie, là, deux produits, là, ça sautait. Si vous étiez restés au contraire en couple... on serait peut-être détestés, on aurait peut-être fini par se détester, se haïr, et... Je ne m'aurais jamais revu, je l'aurais jamais revu. Par exemple, Mathieu, votre compagnon actuel, n'étant rien jaloux de vos ex. Non, ni de Fabien, ni d'Antoine, ils viennent dîner tout le temps, non. L'ancien compagnon est devenu l'ami, c'est une redistribution des rôles. Oui, c'est une manière de recycler un sentiment dans un autre. Et j'aime bien l'idée du recyclage. D'ailleurs, je vais lancer la mode, je vais dire aux gens, recyclez. Recyclez vos ex. Voilà, plus d'amour, un recyclage en amitié. Ex, ça veut pas dire la haine. Ce que j'aime pas dans la vie, ce que j'essaie de pas faire, c'est de faire des ruptures dans la haine. Ah, je le déteste, quelle horreur. Parce que c'est horrible. C'est horrible. Ne serait-ce que parce que si on a été attiré un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 4 ans par quelqu'un, c'est quand même que ce quelqu'un avait un intérêt à vos yeux. Donc pourquoi tout d'un coup le jeter, quoi? Pourquoi en effet jeter l'autre? Et surtout quand on a fait de lui un père ou une mère. Car c'est alors bien sûr que la rupture devient souvent le plus insupportable. Annoncer la rupture aux enfants, c'est quelque chose, c'est impossible. Et mon héroïne, à un moment donné, au moment où elle l'annonce, elle dit qu'elle a eu l'impression de mettre un revolver sur la tempe de ses enfants et d'appuyer sur le revolver et de leur fusiller le cerveau. Et en fait, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a un avant et un après. Et je pense que c'est ça qui m'a retenue plus que tout, de faire face à la rupture et de l'envisager. Et donc, ça a été très long, très très long. La rupture a été très très longue. Elle a peut-être duré autant que le couple. Certaines de vos chansons sur la séparation sont très dures. Hein. Je me souviens par exemple de celle du vrai père. Je ne sais plus bien ce que vous disiez. J'expliquais que le papa ne pouvait pas aller voir son enfant et qu'il allait se découper les membres et envoyer un par colis tous ses cadeaux chez la maman, comme ça son petit bout pourrait peut-être reconstituer son papa, quoi. Bon, c'est terrible, mais je pense que quand on vit quelque chose comme ça, on est capable de peindre des tableaux tout noirs ou d'écrire des chansons tout noires. Ouais. Des milliers de perles, le nez dans la poussière, des milliers qu'ils ont jetés dans ce cachot, ce piège à cette misère. Des milliers à pleurer, Madame la Justice, enlevez vos œillères. Des milliers à mendier notre droit des pères. Quand la rupture se passe mal, on est aussi capable de faire des trucs incroyables, hein, comme ce père privé de son enfant à la suite d'une rupture et dont vous racontez qu'il est allé jusqu'à s'attacher en haut du pont de Montréal et qu'il a bloqué toute la journée la ville. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens se sont insurgés en disant mais un homme qui est capable de faire ça n'a pas le droit de voir son enfant. Ça a été pris totalement à l'inverse. Alors que je pense que chaque papa qui a vécu une histoire comme ça peut être capable de s'attacher au pont de Montréal. De renifler de loin à la sortie de l'école.
ils ne m'arracheront pas ça, ni ta pauvre mère. Vous, Mathilde, qui avez si souvent rompu dans le passé, maintenant que vous êtes mère, vous pourriez quitter le père de votre enfant? Pour moi, c'est un truc, mais inenvisageable à vie. C'est fou, hein. C'est-à-dire que si lui me quitte pas, alors peut-être que ça sera ma première fois, mais si lui me quitte pas, je pourrais pas partir. Je pourrais pas... Mais c'est idiot, hein. Il y a des milliards et des milliards sur la Terre de familles recomposées, d'enfants séparés. Donc je passe... Alors là, pour le coup, ça va pas vous plaire pour une espèce de vieille réac bien... Mais là, j'assume, pour moi, c'est dès qu'il y a un enfant, je trouve que c'est trop dur pour eux. Oui, alors papa et maman vont se séparer, alors voilà. Et alors le môme qui dit, ah bon, pourquoi? Mais oui, pourquoi, mon grand? Bah pourquoi? Bah je sais pas. Qu'est-ce qu'on répond à son môme? Pourquoi? Bah parce que j'aime plus papa, parce que... Je sais pas, je trouve que c'est compliqué, quoi. Les hommes aussi souffrent, pas seulement les enfants. Tout le monde souffre. Ce que je veux dire, c'est qu'on est des adultes, des hauts comme ça, avec leur tête comme ça. Ils comprennent sans comprendre. Nous, on est des adultes, je suis désolée, quoi. Il y a des choses graves dans la vie. On doit être grand, quoi. On doit être fort. Comment avez-vous vécu la pré-rupture d'une histoire aussi passionnelle? Pour moi, ça a été vraiment deux phases. La rupture, c'est vraiment joué en deux phases. Une première phase, très euphorique, où on est entièrement convaincu d'avoir fait les bons choix. On a même l'illusion que le couple nous empêchait d'être nous-mêmes, qu'on va pouvoir élaborer une multitude de choses qui nous appartiennent et auxquelles on ne pouvait pas accéder à cause du couple, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur, mais bon, donc tout ceci crée une euphorie. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, une forme d'hystérie. On a envie de séduire, on voudrait tout changer. Mais c'est pas une phase en continu. Elle a une altérité qui est une autre phase, avec les moments de doute, les angoisses, où on n'est pas bien sûr d'avoir fait les bons choix, où le moindre problème peut devenir surdimensionné. Vous aimez toujours Vincent? Oui, différemment, mais oui. Oui, puis je l'aimerais toujours, je pense. On peut toujours aimer quelqu'un qu'on a quitté? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que l'amour et la haine, c'est un peu la même chose de toute façon. Détester quelqu'un, c'est aussi l'aimer, donc autant être honnête avec soi-même. Je pense qu'on continue d'aimer les gens avec qui on a été, mais on les aime différemment. Vous avez fait d'autres rencontres depuis un an? Oui, bien sûr. Qui n'ont pas compté? Disons que c'était pas le moment, je pense, de reconstruire quelque chose immédiatement, mais elles ont été nécessaires, ouais. Elles m'ont fait énormément de bien, et puis m'ont permis surtout de ne pas perdre confiance en l'envie, en moi-même. Est-ce que vous pourriez revivre une histoire aussi forte? Non. Non. Je ne veux plus. Revivre quelque chose de fort, oui. De très intense, oui. Je me le souhaite même. Mais dans l'autodestruction et dans la destruction, non. Plus jamais. Contre quoi cette histoire vous a vacciné? Peut-être, oui, le mécanisme passionnel, oui. Oui, la passion, oui. Oui, après, je sais pas, peut-être qu'il y a des passions mesurées, je sais pas,
Mais en tout cas, la passion dévorante, oui, non. C'est fini. Ouais. Aujourd'hui, 1 an après votre séparation, vous diriez que vous êtes soulagé que ce soit fini? J'ai l'impression d'avoir récupéré mon essentiel. Vous vivez cette rupture comme un échec? Non. Non, non, pas du tout. Une victoire. Une victoire, ouais. Une victoire sur quoi? Sur qui? Ils veulent plus de place. Alors, c'est des obligations, des trucs. Non, il faut plus. Et moins nourrir. Oui. D'accord. Alors, faire oui, voilà. On y va? Oui. Vous aimeriez que votre mère déménage au centre culturel? Je pense que je suis parti parce que c'était ma vérité. C'était comme ça que j'étais le plus moi. Et je savais que je faisais du mal à mes enfants. Je savais que je faisais énormément de mal à cette femme. Mais je me suis vraiment posé la question de me dire, est-ce que tu vas continuer au nom de tout ce qui fait notre charge culturelle? Est-ce que tu vas continuer à être dans cette fausse image de toi? Je préférais à la limite qu'on dise c'est un salaud, mais au moins que je puisse assumer cette image, plutôt que d'être un père pratiquement idéal, un homme, un mari possible. Et tout ça, c'était des fausses images de moi. Alors j'ai opté pour ça, pour être dans ma vérité. Vous avez vécu cette rupture comme une renaissance? Pas comme une renaissance, mais sans vouloir jouer sur les mots, plutôt comme une naissance, comme une découverte, que je pouvais avoir le courage de ne pas avoir peur de moi. Et c'est une répercussion immédiate dans mon travail, dans mes relations avec les autres. Ça a été beaucoup plus, ça a été de plus en plus simple de parler et de travailler. Le fait que j'ai toujours été un petit peu en train de travestir la réalité, de la maquiller ou de la détourner, faisait que j'étais très mal à l'aise. Et je me suis rendu compte que dans mes rapports avec mon monde professionnel, à savoir les auteurs, les acteurs, les producteurs, eh bien, j'étais dans une même peur du rapport vrai, et que là aussi, j'étais tout le temps en train de maquiller aussi un peu les problèmes que j'aurais dû aborder. Et je pouvais faire le parallèle entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, où ni dans l'un ni dans l'autre, j'avais le courage d'être moi. On est aujourd'hui des années après cette rupture avec la mère de vos enfants, vous ne regrettez rien? On regrette les douleurs. Si, on regrette les douleurs, vraiment. C'est des... sont des signes que je perçois encore chez mes enfants qui m'attristent. Les signes de ce moment. Si on pense à sa propre enfance, moi, je sais que les douleurs des enfants sont violentes, quoi. Et que même si tout se passe bien, l'enfant a toujours dans la tête l'idée de voir ses parents s'embrasser. Pour rompre avec la mère de vos enfants, vous avez eu besoin d'une autre femme. Oui, c'est certainement elle qui a précipité la prise de conscience, oui. Je pense parce qu'elle m'a fait voir aussi une part de moi, elle est arrivée à me faire accepter une part de moi que je refusais, ça c'est certain. Puis après, après j'ai été moi. C'est votre compagne qui vous a quitté.
Si elle ne l'avait pas fait, vous pensez que vous l'auriez quitté un peu plus tard? J'ai du mal à répondre honnêtement à cette question-là. Je pense que non, peut-être pas. Peut-être que je ne l'aurais pas fait plus tard. Mais je me serais doucement éteint et j'aurais fini comme un chien mort, quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'il s'en est fallu de quelques mois pour que je tombe dans un trou sans pouvoir remonter. Mais ça m'a permis à beaucoup de temps après de retrouver une nouvelle flamme, un nouvel amour et de sortir de là. Et je pense que non, je n'aurais pas pu la quitter, je serais resté, j'aurais totalement perdu la flamme et j'aurais plus qu'été ridicule, j'aurais été pitoyable, j'aurais été méconnaissable et mort, ouais. Les ruptures inévitables sont bénéfiques pour l'amour, oui. Encore une fois, avant de mourir éteint et vieux avant l'heure, on est parti pour se sauver. Alors c'est terrible parce qu'évidemment, il y a le moment de deuil qu'on doit assumer, mais après on peut se dire non mais ça va repartir, quelque chose peut arriver et on est libre à nouveau, c'est le printemps, et on se dit mais attends, mais ça m'est jamais arrivé, je suis libre quoi. C'est-à-dire là je peux tomber fou amoureux et quelqu'un peut tomber amoureux de moi et il peut se passer quelque chose quoi. Est-ce que tu entends l'écho noir du naufrage quand la nuit gémissait, on rompait sur... Aujourd'hui, est-ce que vous parlez facilement de votre rupture qui a tout de même duré 1 an? Évidemment, c'est plus facile pour moi d'en parler parce que finalement, il y a quelque chose où elle est enceinte, on l'a quittée enceinte, donc évidemment j'ai le beau rôle. Mais en fait, moi je suis assez fière de lui parce que je trouve ça pas évident pour un mec, justement, qui a quitté une femme enceinte, aujourd'hui de vivre avec. Et de se regarder tous les jours dans la glace et de se dire j'ai fait ça, mais finalement j'ai bien récupéré ça. Moi je suis très fière de lui pour ça, parce que ça aurait pu être une des choses qui fait que, juste pour ça, même en étant amoureux de moi, juste pour ça il aurait pu ne pas revenir, en se disant non, non, je l'ai quittée enceinte, il faut que j'ai des couilles d'aller jusqu'au bout de mon acte. Il faut que j'aille au bout de ça, parce que sinon c'est un peu lâche. Et en fait non, c'est le contraire. C'est-à-dire que finalement d'accepter qu'il s'est trompé et qu'à ce moment-là, il s'est trompé et puis il y avait tout le contexte aussi qui allait autour. Hein. Mais moi, je trouve ça assez beau. Vous ne regrettez absolument pas cette rupture? Non. On a une complicité aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout avant. Souvent, je dis que moi, pour rien au monde, je voudrais que cette séparation n'ait pas eu lieu. En fait. Même si ça a été dur, c'est vraiment un moment... Voilà, ça fait vraiment partie de notre histoire. Ça laisse des cicatrices, certes, mais ça donne énormément de force, mais à tout point de vue. C'est-à-dire que moi, sur mon parcours personnel, vraiment, j'ai su qui j'étais dans ce genre d'épreuve, parce que c'était véritablement une épreuve. Je pense que lui aussi, et que du coup, aujourd'hui, il y a une confiance, il y a quelque chose qui s'est installé entre nous. C'est assez riche, en fait, ça. Ça nous a permis d'avoir une communication qu'on n'avait pas avant, finalement. C'est la même histoire ou c'en est une autre? C'est une autre histoire. C'est clairement une autre histoire. On est différents. On est différents. Ça nous a changé. Alors évidemment, il y a une phrase qui dit on ne change pas, on s'améliore, mais voilà, on s'est amélioré. Lui a vraiment, il accepte des choses chez moi avant qu'il refusait, mais en bloc, totalement. Et inversement. Moi, c'est pareil. Il y a des choses chez lui qui m'exaspéraient et aujourd'hui, elles me font rire, en fait. Donc, on a un peu changé dans notre façon aussi de recevoir les défauts de l'autre, les choses qui... Je crois qu'il y a vraiment... Et c'est cette rupture qui nous a permis ça. D'en arriver là, c'est cette rupture qui nous a permis, du coup, d'avoir une complicité, un autre regard, en fait, sur l'autre. Je pense que dans l'histoire d'avant, on essayait un peu de changer l'autre. Dire, mais fais ci, fais comme ça, mais pourquoi tu fais pas comme si? On est vraiment très opposés tous les deux. Et là, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que du coup, quand il y a une question qui se pose, ou pour lui ou pour moi,
On va essayer de prendre en considération ce qu'est l'autre. Je crois que c'est pas du tout le cas avant. Et donc pour moi, ça c'est vraiment différent. Et pour lui aussi, j'imagine, c'est clair. C'est un véritable exploit. Ouais. 2 histoires d'amour avec le même homme. Oui. En fait, c'est ça. De cette histoire qui est aujourd'hui terminée, même si bien évidemment elle vous a permis d'avoir 2 enfants que vous aimez, est-ce que vous vous dites que vous auriez préféré qu'elle ne commence pas? Ça, oui, absolument, oui. Si j'avais pas eu d'enfants, évidemment, en dehors des enfants, mais oui, parce que je pense que malgré tout, ça abîme et on en sort brûlé et avec une toute autre vision de la vie et puis une difficulté à se laisser aller après à l'amour. La grande question, c'est serais-je capable d'aimer? Et donc, il vaut mieux ne pas être abîmé. Il n'y a pas d'amour heureux et Eliette Abécassis tient à préciser que bien évidemment, il n'y a pas de rupture heureuse. Il n'y a pas de rupture heureuse, je pense. Après, ce qu'il y a de formidable dans la vie, en revanche, c'est que ce qu'on croit être le pire s'avère être le meilleur, mais on ne le sait pas. Et on ne sait pas que ça peut être au contraire quelque chose... vous savez, comme un processus alchimique, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Et il y a une sorte de transformation et de transmutation du pire en une formidable chance. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit pendant mon divorce, ce divorce c'est la chance de ta vie. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en quoi c'était vrai. En général, il faut vraiment éviter de divorcer. Hein. J'écris tout un livre pour expliquer ça. Mais pour moi, dans mon cas, ça a été une grande libération. Eliette a raison. Même si la rupture est souvent vécue comme une catastrophe subjective, elle n'est pas une fin en soi. Et surtout, elle ne correspond jamais à une expérience standard. Dans sa destinée, chacun y met du sien et garde face à la rupture une vraie marge de manœuvre. Seulement voilà, tout est fait pour qu'on se persuade du contraire. Depuis l'aube des temps, le couple est formaté. Certes, les liens conjugaux se transforment, le mariage recule et de nouvelles combinaisons amoureuses apparaissent. Mais la pérennité reste l'idéal du couple. Le désamour est inévitablement vécu comme un échec, la rupture comme un reniement. Pourtant, qui a dit qu'on ne pouvait aimer qu'une fois et toujours? Qui a dit qu'on devait aimer de la même façon à 20 ans ou à 40? Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Quand on s'est séparé de celui ou celle qu'on aimait, connaître un jour une nouvelle passion, ce n'est pas trahir celle qui l'avait précédée. Et si, comme Tadrina, on peut vivre plusieurs histoires d'amour avec la même personne, pourquoi ne pas se séparer chaque matin pour se retrouver chaque soir, se séparer chaque dimanche pour se retrouver chaque jeudi, et préférer aux couples fusionnels les couples fissionnels, ceux qui refusent de vivre collés pour ne pas avoir plus tard à se détacher pour toujours.